Dans l'économie de l'attention, tout le monde est média et c'est le public qui décide ce qui est crédible. Vous avez 4 heures, chers amis. Donc rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette table ronde consacrée à un sujet que toutes les destinations et toutes les entreprises ont, je crois, dans le monde entier, dans leur radar. Les contenus, les réseaux sociaux, le marketing d'influence en 2025. Aujourd'hui, les touristes, les habitants, les vacanciers découvrent, choisissent, se projettent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, parfois même avant d'ouvrir un site web, parfois même avant de faire une recherche. On a même une petite porosité là, un vrai sujet qu'on va évoquer notamment avec Thibaut sur l'évolution de la recherche. Donc, avec pour moi, pour en parler, je vous laisse te présenter, Thibaut. Tu es à Val Thorens. Eh ben, tout à fait, merci pour l'invitation à cette table ronde. Donc, je m'appelle Thibaut Loubert, je suis aujourd'hui responsable marketing et communication au sein de l'Office de tourisme de Val Thorens. Et comme tu le disais, pas encore pendant quelques jours avant une nouvelle mission qui m'attend du côté du CDT 73, tout nouvellement créé. Voilà, on aura plaisir à t'accueillir sur Explore Savoie. Donc tu seras directeur digital, c'est ça, de Explore Savoie dans quelques semaines. Oui, c'est ça. Donc, c'était la grosse actualité. Et tu rejoindras aussi les équipes de Michael Riscart et de Marion Lacour qui était là il y a quelques minutes avant toi, qui prend la direction générale adjointe également d'Explore Savoie, donc le nouveau CDT 73 issu de, on va dire, les choses, la triste séparation de Savoie-Mont-Blanc au profit de la Savoie et de la Haute-Savoie. Maintenant, on regarde devant et tu vas rejoindre une belle équipe. Oui, une très belle équipe déjà en place et de beaux projets à venir. Bon. Donc, fort de ton expérience à Val Thorens, je pense que c'est un sujet sur lequel tu es plus que pertinent. Pour en parler avec toi, à côté de toi, donc il y a Inès Warty, tu es Community Manager TikTok chez Native. Bienvenue. Oui, c'est ça, bonjour. Et enchantée tout le monde. Donc, je suis Community Manager dans l'agence Native. Je m'occupe particulièrement de plein de comptes qu'on a. Je suis spécialisée dans les stratégies TikTok et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour qu'on parle un peu de tout ça ensemble. Nicolas Pornon, présente-nous Native Communication. Tu es directeur général de Native. Bienvenue et merci. Merci, bonjour à tous. Oui, moi je suis patron de l'agence, je suis le fondateur. J'ai créé cette agence il y a très longtemps, il y a 25 ans. Et on a travaillé pas mal dans le milieu de la montagne, mais pas que. Ouais. Et c'est ça qu'on va essayer d'apporter comme insight, c'est la montagne, mais un petit peu plus loin aussi que la montagne. Un regard 360 sur le marketing d'influence, sur la stratégie des contenus, on va en parler maintenant. Native basé à Lyon. Native basé à Lyon. Moi, en l'occurrence, je suis savoyard, j'habite à Chambéry. Mais j'ai créé Native il y a 25 ans en revenant de Londres parce que j'en avais assez de recevoir des SMS de mes collègues qui me disaient qu'ils avaient passé un super week-end et qu'il y avait de la bonne poudre. Donc je suis revenu pour les montagnes parce qu'elles me manquaient. Et c'est pour ça qu'effectivement on travaille beaucoup dans le tourisme. Et donc 360 effectivement parce qu'on suit le client tout au long du parcours le parcours client pour adresser un petit peu tous les touchpoints de ce client-là. Merci Nicolas. Thibaut, je commence par toi. Avant d'attaquer les slides, est-ce que tu peux, ça fait quand même un certain temps que tu es à Val Thorens, une destination pionnière dans l'usage des réseaux sociaux, du marketing d'embuscade, la stratégie des contenus, de fameux 1er avril magnifiques que vous avez pu faire, du télésiège raclette à d'autres opérations virales sur YouTube, de collaboration avec des influenceurs, bref. On la fait pas trop à Valto sur le marketing d'influence. Vous êtes un des territoires, une des destinations françaises les mieux dotés en social media et en marketing d'influence. Vous avez été premier des baromètres We Like Travel que j'ai eu le plaisir de fonder également parce que je suis aussi, comme Nicolas, fondateur d'agences de communication. Est-ce que tu peux, avant d'attaquer les slides, nous dire comment tu as fait évoluer ta stratégie ces 2 dernières années là, par rapport aux mouvements et aux tendances social media qu'on voit passer et qu'on va dérouler dans quelques instants? Ouais. Je pense que la base des sujets, et on va y revenir aussi un peu plus tard dans la conférence, c'est déjà de donner, je pense, aux équipes une certaine latitude. J'y tiens beaucoup. C'est vrai que souvent, je croise des homologues où c'est compliqué en fait de créer du contenu parce que ils doivent valider auprès de directions, auprès de choses et d'autres. Et je pense que déjà la base, c'est
comment je donne à mes équipes l'envie de promouvoir la destination pour laquelle je travaille. Donc ça, c'est pour moi une importance cruciale. Et puis derrière, c'est de se dire, en fait, dans cette confiance, c'est comment je permets à mes équipes d'aller faire de la veille, d'aller se renseigner, pas que dans le tourisme. Il ne faut pas forcément regarder ce que fait l'autre destination juste à côté, parce que je ne pense pas qu'elle soit là, l'innovation. Je pense que l'innovation, elle est dans d'autres sujets, dans d'autres entreprises. Et donc, je pense que ce côté veille, il est super important pour apporter de la création de contenu qui sorte un petit peu du lot. Alors là, on parle d'un sujet que je connais bien. Je vais peut-être un peu plus parler que les autres conférences. Moi, j'aime beaucoup mesurer les audiences. C'est-à-dire que quand on fait du social media, on fait pas juste ça pour se faire plaisir. On n'est pas juste à l'intuition, dont on parlait sur la performance avant. On est quand même là pour se dire, bon, où sont mes clients ? On parle de segmentation client, on parle de cluster client. Où sont mes clients ? Est-ce que je vais sur TikTok ? Est-ce que je vais sur Facebook ? Est-ce que Facebook est mort ? On entend il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Je rappelle juste les audiences rapidement. Facebook, c'est 45 millions de Français par mois encore sur Facebook. C'est 20 millions de Français par jour. Et un grand retour en ce moment, notamment avec les communautés. Donc il y a un retour assez spectaculaire en ce moment des internautes qui veulent se retrouver dans des communautés. Donc c'est très intéressant. Absolument. On a TikTok, donc qui est effectivement non pas une étoile filante, mais enfin une flèche montante des réseaux sociaux avec ses qualités, ses défauts. On va en parler avec Inès, mais quand même, quand on a investi depuis des années sur Facebook et Instagram, on ne s'est pas planté, quoi. Aujourd'hui, c'est toujours les 2 plus gros réseaux sociaux les plus puissants en termes d'audience mensuelle et quotidienne dans les usages social media de nos cibles. Et donc, c'est la stratégie dont on va parler maintenant, c'est comment on peut segmenter, on peut faire des posts, des dark posts, des contenus pour la cible 1, la cible 2, la cible 3, la cible 47, qu'on va peut-être adresser qu'à un seul moment de l'année, parce que c'est des familles avec enfants qui veulent voir des marchés de Noël à tel moment. Et cette cible-là, la cible 47, on va l'activer en publicité qu'à un certain moment. Voilà. C'est un peu le programme de la conférence de ce matin. Et c'est aussi comment, on va en parler tout à l'heure, comment on va confier l'image je dirais presque la communication de sa station ou de sa marque à des tiers. Et ça fait un peu peur. On en parle depuis des années, mais comment on sollicite aujourd'hui des égéries qui peuvent être des salariés, tu disais la confiance, tu vas en parler, l'employee advocacy notamment, et comment on fait confiance, et puis comment on fait confiance aussi à des tiers. Ça peut être des partenaires avec du co-branding, ça peut être évidemment des influenceurs, voire même des influenceurs virtuels. Je suis pas très fan, mais on va en parler quand même, pour faire la promotion à sa place. Ouais, c'est un sujet qui est complexe parce qu'on se dit quand même qu'on donne les clés de la destination à une personne. Et donc, je pense que, tu le disais, ce côté confiance, il est super important. Après, vraiment sur la création de contenu et comment on adresse un message à différents publics, je pense que là, c'est super complexe, en fait. Parce que, Anthony le disait tout à l'heure, à la conférence précédente, on a un nombre de publics qui est énorme. Et en plus, avec des âges et des typologies de personnes qui est différente en fonction des différents canaux. Et nous, on le voit, quand on va publier un contenu sur Instagram en format réel, on sait très bien que le même contenu, et ça fait des années qu'on le dit, sur Facebook, il n'aura pas du tout le même impact et pas du tout le même engagement. Donc en fait, c'est comment on arrive à splitter un petit peu les différents contenus qu'on va créer. Comment, parce qu'il y a aussi une obligation, on va dire, un peu politique, comment on arrive à adresser des messages. Et c'est là un peu la différence entre un marketing de communication et puis l'obligation, on va dire, de publication de ce qu'on doit publier. Et donc, tu le disais, on va y revenir aussi après, c'est comment, avec des dark posts, avec payer aussi les plateformes, comment on arrive à diffuser les messages pour qu'ils soient le mieux diffusés aux audiences particulières. Alors, tu as fait un petit résumé de tendances. Je t'en remercie parce que ça résumait bien la situation. Donc, on a quelques tendances social media pour 2026. Tu as un écran en retour juste devant toi. C'est encore mieux. Donc, le format vidéo reste roi. On est sur quasiment du full vidéo. C'est pas la mort de la photo, mais enfin, quand même, on est sur une hyper présence de la vidéo partout. Ouais, alors, je pense LinkedIn a fait machine arrière un peu sur la vidéo, mais sur les autres réseaux sociaux, c'est omniprésent. Ouais, je pense que. Là, les petites tendances que j'ai remontées, en effet, ça fait 10 ans que moi je suis à Val Thorens et c'était un petit retour d'expérience aussi pour le public et pour la salle. C'est
Aujourd'hui, nous, en tout cas, à Val Thorens, ce qu'on voit, en effet, le format vidéo reste primordial. En tout cas, il reste vraiment roi. Format très court. De plus en plus, nous, cette année, on ne fait que des réels vraiment en une seule prise, en fait. Parce que quand tu mesures le temps passé à faire un beau montage, en tout cas, je parle pour vraiment TikTok, Instagram, sur les réels, sur les shorts, sur YouTube, et vraiment, en fait, le temps d'investissement pour faire la super vidéo, un bon 20 minutes qui raconte une belle histoire, en fait, sur ces réseaux sociaux, c'est pas pertinent. C'est quoi? C'est le retour du moche, en fait, hein. Ouais, je pense que c'est vraiment le moche fait vendre. Il y a même des articles là-dessus sur le moche fait vendre de plus en plus. La spontanéité, le besoin d'authenticité fait que on est sur du sans filtre, hein. Ouais, et puis tu as ce scroll presque mécanique et infini. Alors, je sais pas où ils en sont des études physiologiques en termes du scroll et de l'évolution de ce que sera le pouce chez les humains dans 50 ans. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté en fait d'instantanéité de contenu et de binge drinking adapté aux réseaux sociaux. Ce qui pose d'autres problèmes aussi sur la quête de performance. Tu évoquais aussi le rôle de l'IA et des contenus augmentés. Ouais, je pense que on le voit dans plein de conférences. La question, c'est plus du tout de se dire l'IA, je suis pour ou je suis contre. Je pense que là, le sujet, il est plus du tout là. C'est devant nous et ça arrive. C'est plus comment nous, en tout cas, par exemple, dans l'utilisation qu'on en a, c'est en fait, c'est un membre de l'équipe supplémentaire qui va aller illustrer des idées. On parlait du 1er avril. À Val Thorens, on a vraiment ce côté où on adore travailler sur le 1er avril. Et c'est un petit peu le membre de l'équipe qui va aller créer un visuel pour illustrer notre idée et puis qui va aller nous aider dans une présentation PowerPoint pour aller vendre l'idée, que ce soit à des élus ou à une direction. Donc on le voit vraiment comme un membre de l'équipe supplémentaire pour nous aider à illustrer des idées. Mais demain, on ne le voit pas comme un remplacement parce qu'on trouve que l'authenticité de la voix d'une marque, elle reste super importante et nos clientèles et nos communautés nous le font savoir. Alors ton troisième point, je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques mois, il y a une marque qui m'a contacté, une marque très connue qui est vraiment hyper performante en social media, qui m'a dit: Nicolas, il faut que tu viennes auditer notre stratégie social media. Et je leur ai dit: mais c'est hyper bien. Enfin, j'ai rien à dire. C'est génial. Enfin, Donc la directrice générale a insisté pour si, je t'assure. Et en fait, en analysant leur performance, effectivement, il y avait un souci. C'était ce point-là. C'est-à-dire que c'était tellement parfait, leur publicité était nickel, ils étaient vraiment dans tous les formats, dans toutes les thématiques qu'il fallait adresser, ils avaient vraiment des codes narratifs très précis, très chartés, etc. Sauf que c'était trop parfait. C'était nickel, c'était marketé, c'était brandé, c'était vraiment tiré au cordeau. Et je leur ai dit: mais votre clientèle, je ne peux pas dire le nom, mais c'est un acteur régional, votre clientèle est en attente de spontanéité, est en attente d'aspérité, est en attente de contenu qui soit imparfait, qui soit... il faut oser l'imparfait. Ouais, sans aller comme... je crois que c'était Intermarché qui avait sorti les légumes moches, donc sans aller sur créer du contenu moche, mais c'est vrai que... en fait, si on sort une vidéo hyper léchée et que le client ou la personne de la communauté se dit: tiens, mais en fait, je pourrais jamais faire ce contenu. Je pourrais jamais, moi, recréer ce type de contenu. En fait, ils se l'approprient pas. Et c'est les contenus qui nous marchent le mieux qui sont les plus dirty, entre guillemets. Et il y a un exemple intéressant. Alors, c'est une marque... Pour le coup, on aurait pu imaginer que ce contenu très léché marcherait bien. Une marque Hugo Boss, en l'occurrence, qui a fait tout ce qu'il fallait faire pour faire... On en parlera tout à l'heure rapidement, mais tout ce qu'il fallait faire dans l'influence... qui a lancé une campagne avec des super influenceurs, avec des super influenceurs et avec un marketing vraiment très très léché, de la photo vraiment très 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 réussi. Et en fait, c'était un total flop. Ça marche pas. Parce que la population qu'ils allaient cibler, en l'occurrence, c'était les jeunes, qui sont pas du tout identifiés. Ouais. Donc, pourtant, en mettant bien du budget, ils sont complètement plantés. Donc, c'est effectivement, ça illustre ça, ce retour de l'authenticité, et encore plus dans le tourisme. C'est ce dont on s'aperçoit. 25-26, c'est vraiment le retour de l'authenticité. Des vidéos courtes, mais aussi des vidéos longues. Ça, c'est
c'est le paradoxe, Oui. c'est ce qu'on voit, les tendances inverses parfois. Le court pour séduire, mais pour confirmer une destination ou une envie destination. TikTok lance en ce moment des vidéos longues. Ils font la promotion de vidéos plutôt longues, donc ça va jusqu'à 10 minutes, voire plus même, on peut aller plus loin, pour parler de contenu de façon un peu plus poussée. Il y a quelques semaines, j'étais au Travel d'Or. J'ai pu assister donc à cette grande soirée des Travel d'Or. Alors que bravo Native, parce que vous avez remporté le prix de la vidéo publicitaire de l'année. Avec la plagne surtout. C'est surtout la plagne qui gagne. Parce que pour qu'une agence marche, il faut qu'il y ait un client quand même. Exactement. Donc bravo à ce binôme que vous avez formé. Et c'était justement sur l'exploration de contenus sonores, sensoriels, avec de la musique, de la voix off, des bruitages immersifs. Donc c'est vraiment cette dernière ligne là de cette slide qu'on est en train de voir. En face, il y avait des vidéos longues. Alors moi j'étais dans la salle, donc j'ai pu voir les spots qui ont été projetés. C'était hyper ennuyeux, quoi. Et la seule campagne vraiment stylée avec des codes narratifs qu'on attend aujourd'hui, compatibles réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on sait bien que dans ces productions-là, qui sont hyper coûteuses, c'est peut-être de dizaines de milliers d'euros, des vidéos de promotion annuelles d'un territoire ou d'une marque, on sait qu'on va aller en télé, on sait qu'on va aller en digital out of home, sur les écrans digitaux dans les gares et les aéroports, on sait qu'on va aller sur les réseaux sociaux. Donc la mutualisation des contenus fait qu'on doit renverser le sablier. Et en tout cas, je crois que c'est une conviction qu'on partage, c'est de partir des codes narratifs des réseaux sociaux pour aller vers la télé et vers des codes et des espaces d'expression beaucoup plus classiques, et non pas l'inverse. Oui, et je rajouterais d'adapter les contenus, les formats en fonction de là où est le client, du parcours client. On se rend bien compte que du court, ça marche super bien sur donner l'envie, créer un peu le buzz, créer la surprise. La considération. Alors que le format long sera beaucoup plus sur la confirmation de là où on veut aller, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire, etc. Ouais. Y compris en e-commerce d'ailleurs, sur des produits, vous voulez acheter tel ou tel accessoire, tel ou tel gadget, on sent bien que le truc est marrant au début, et puis que petit à petit les vidéos sont de plus en plus techniques sur comment installer le gadget chez vous avec 20 minutes de montage à la perceuse pour expliquer que voilà. Et donc on voit bien que la stratégie des contenus, elle évolue en fonction du parcours client. Je finis juste sur la longueur des vidéos, mais la vidéo longue d'une marque, elle est vite ennuyante. La vidéo longue d'un utilisateur, c'est différent. C'est là où on crée de l'engagement. La vidéo longue, c'est pour créer de l'engagement. La vidéo courte, c'est pour créer du like et pour la diffusion, on va dire. Alors que la vidéo longue, on va vraiment être dans l'engagement fort. Thibaut, tu as posé un truc qui peut être un peu fort, là. Ne vendez pas sur les réseaux sociaux. Enfin, pas frontalement. Comment tu fais alors? Parce que c'est un peu contraire à ce qu'on disait ce matin. On arrête l'intuition, on arrête de se faire plaisir. Toi, tu es au milieu du gué. C'est quoi ton conseil là? Ouais, je pense que c'est un peu aussi pour démystifier un petit peu ce rôle-là de community manager. Aujourd'hui, le community manager, il ne faut pas associer, je pense, un ROI en fait sur son job. C'est plutôt de se dire, si on n'investit pas du temps sur ces réseaux sociaux, c'est plutôt un risque pour moi de non-investissement. C'est de dire que on a eu la malchance de vivre 2 gestions de crise cet hiver à Val Thorens, c'est de dire, si demain j'ai pas un community manager qui s'est déjà occupé de ces communautés, qui a déjà créé un ADN, en fait si je rentre dans une gestion de crise, on va se faire démonter sur les réseaux sociaux. Alors que là, on s'est retrouvé dans des gestions de crise où on avait des personnes de nos propres communautés, ils sont pas nombreux, mais ils sont pourtant fidèles, qui viennent prendre notre relais, qui viennent nous défendre en fait sur des forums, sur des réseaux sociaux, sur nos propres réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a vraiment un côté où il faut pas forcément associer un ROI au community manager. Et puis la deuxième chose, c'est de se dire que on doit impulser et partager l'ADN de la destination sur les réseaux sociaux. Et je pense pas que les réseaux sociaux, en tout cas sur du côté organique dans un feed, soient le lieu pour faire la promotion de telle ou telle justement promotion ou telle offre commerciale. Pour autant, il y a des outils, on parle de dark post ou en tout cas de campagnes sponsorisées spécifiques qui là sont vraiment... les réseaux sociaux peuvent être un levier de réassurance dans le parcours client, dans la totalité de ton parcours client, qui pour autant peuvent être intéressantes. Parce que quand tu vas acheter de la publicité sur du Google Ads,
et ben en fait tu vas pas forcément avoir ce visuel, alors que quand on est une destination comme Val Thorens, ben c'est le visuel en fait qui prime, et là les réseaux sociaux sont intéressants pour partager ces choses-là. Et donc en fait c'est plutôt de se dire qu'il faut bien différencier et ce qu'on va avoir d'un côté le feed, on va dire l'image de la marque, la promotion de la destination, et puis de l'autre côté des campagnes qui vont être un peu plus ciblées, un peu plus spécifiques. Tu dis, tu l'as dit au début, et c'était assez marrant là ta vidéo, parce que c'est toi qu'on voit là à table. Oui, alors. Et c'est tes enfants, non? Exactement, je vous présente Tom et Emma en train de se faire tirer par un robot, un robot déneigeur. L'idée en fait, c'est dans tout ça, et on l'a fait pas mal par le passé aussi sur TikTok, où on avait pris une pince à boule de neige en forme de canard, et puis on avait construit 785 canards. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté de, quand vous donnez de la liberté à vos équipes, vous créez en fait de l'engagement forcément, parce qu'ils sont contents en fait de venir bosser chaque matin. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté-là de, alors sans venir dénigrer l'ADN de la marque, hein, c'est ce type de contenu qu'on a créé, c'est exactement dans l'impertinence de ce qu'on fait à Val Thorens. Et je pense qu'il y a vraiment ce côté d'authenticité. On sort du beau virage carte postale dans lequel on pourrait mettre le logo de la Plagne, le logo de Tignes, le logo de Val Thorens, et on ferait la même pub. Et donc on essaye de se démarquer, et je pense que c'est ça qui plaît aujourd'hui à nos communautés. Donc dans l'entonnoir, là, en anglais on dit funnel, dans le fameux tunnel du parcours client, on est en haut là, on est dans le top funnel, c'est-à-dire dans la notoriété, dans l'adhésion à la marque, dans le côté un peu love brand que vous avez pas mal cultivé chez Val Thorens, qui est nécessaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre une station et une autre station? Parfois pas grand-chose, hein. Et donc un attachement comme ça, un pas de côté, un trait d'humour, une communication sérieuse sans se prendre au sérieux, un peu ce qu'a fait Burger King, un peu ce que vous avez fait vous. C'est ça que tu recommandes? Oui, je pense que les communautés attendent ce genre de choses aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors après, Nicolas, vas-y. Non, simplement c'est le ton de la marque qu'il faut trouver, qui est pas simple. Il faut des community managers de talent, c'est pas simple aussi. C'est un vrai boulot, mais c'est trouver sa marque, et clairement Valto là-dessus. Chapeau, et voilà, c'est d'être cohérent tout au long de sa prise de parole, et puis tout simplement respecter la personne qui est en face, c'est-à-dire les consos, les clients, on en parlera tout à l'heure, mais vraiment prendre en compte, et l'authenticité, c'est ce qu'on est en train de dire là, c'est prendre en compte qui nous regarde et qui nous écoute, quoi. Ouais. Et intégrer les fameux créateurs de contenu. Donc on arrive au sujet un peu du marketing d'influence, et on va en reparler avec Inès après. Comment tu les impliques, toi, ces créateurs? Il y a des locaux, il y a des gens dans l'équipe, il y a des talents extérieurs. Ouais, je pense qu'il faut tout pour justement créer un monde du contenu. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement ces créateurs de contenu du territoire, parce qu'ils sont de la ressources pertinentes et faciles entre guillemets à partir du moment où on les active de la bonne manière. Je pense à cette photo qui a été prise par Quentin. Quentin, il est dameur à Val Thorens, et en fait, juste c'est sa passion, le damage, et quand il transmet des photos de damage, on sait qu'il va la faire de la bonne manière parce que c'est sa passion. Et donc, on sait que la photo, elle va être bien prise, que la dameuse sera dans une posture entre guillemets qui sera pas problématique en termes d'image, qui va pas mettre en danger en fait ni le métier ni la machine. Et donc, quand on se retrouve à partager des contenus, que ça soit de Quentin ou d'autres personnes sur le territoire, ça les booste, et ça booste pour moi leur motivation à créer du contenu toujours de plus en plus, et qui est du contenu relais pour nos community managers, parce que en fait ils peuvent ni être partout, ni 24 heures sur 24, malheureusement. Et donc, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où on se sert de ces relais-là pour justement booster notre visibilité. Et je rajouterais juste, dans le tourisme et en montagne encore plus, vous avez une chance incroyable, c'est que vous avez une matière à travailler qui est juste folle. Ouais, on a un terrain de jeu qui est magnifique. On bosse, nous aussi, beaucoup dans l'agroalimentaire.
vous imaginez bien que quand il faut pousser du jambon tous les jours, c'est pas simple. Ouais. Et que là, vous avez le territoire et deux, les gens, effectivement, sur lesquels il faut s'appuyer. Ouais. Ce qui est très nouveau, c'est effectivement l'implication, y compris dans l'agroalimentaire d'ailleurs, des équipes elles-mêmes qui comprennent les enjeux de la création de contenu et qui s'y mettent. On a vu l'exemple du Leclerc, tu vas en parler juste après. Et tu dis Thibaut, pour terminer, devenez un lieu de tournage. C'est plus mystérieux ça. Comment on peut devenir un lieu de tournage et en quoi c'est important pour la strate social media et digital? Eh ben, tout simplement parce qu'on n'a pas de budget. Ou en tout cas pas autant que ce qu'on voudrait. Alors excuse-moi, mais il y a des gens qui J'en ai entendu 3 qui ont toussé. Ouais, qui ont poussé dans la salle là. Non, mais blague à part, on a eu des opportunités. En fait, je pense qu'il faut bien être conscient qu'on a des territoires magnifiques et des territoires qui demain peuvent plaire à ça fait une éternité qu'on accueille des reportages gérés souvent par les équipes de presse et en fait on a fait l'essai et on l'a fait encore hier avec une vidéo qui sortira en juin sur une chaîne YouTube très axée voiture et en fait on est prêt à faire un pas de côté, encore une fois, et de se dire, on veut pas un reportage qui vende la destination de Val Thorens. Par contre, on est prêt à se dire, on peut partager l'affiche avec une marque, par exemple, et avoir une promotion de la destination qui soit presque un peu cachée et un petit peu pas de côté. Parce que nous, par exemple, sur des vidéos comme ça, qui ont été produites il y a 2 ans avec un jeu vidéo, donc jeu vidéo Genshin Impact, qui est un des jeux vidéo sur mobile les plus joués dans le monde, et qui nous appelle et qui nous dit tiens, on cherche un décor neige. Et nous, en fait, on veut pas que la vidéo elle démarre avec bienvenue à Val Thorens, on va vous faire la démo de alors ici vous avez le domaine skiable, ici vous avez ci, ici vous avez ça. Par contre, quand on regarde les commentaires et qu'on voit des personnes qui disent regarde, qui mentionnent leurs copains ou leur famille et qui disent regarde, c'est là où papa il nous emmène skier depuis qu'on est gamin. Ça, c'est exactement ça qu'on veut parce qu'on est prêt à avoir justement des tournages. Et puis nous, on s'occupe de toute la partie logistique, on s'occupe de voir avec le service des pistes pour qu'une dameuse puisse venir être en soutien, l'hébergement, des choses comme ça, mais dans un esprit un peu de triptyque entre une destination, un créateur de contenu et puis une marque qui sera, par exemple pour la vidéo qui sort en juin, une marque qui sera partenaire et donc qui vient financer au final ce type de vidéo. On a vu sur TikTok, Inès d'ailleurs, des gros buzz pour Osgore, pour certaines stations de montagne qui d'un seul coup sur TikTok se sont retrouvés dans des espèces de phénomènes de cet été, on part tous à Osgore, on se donne rendez-vous à Osgore, une espèce d'emballement pour une destination post-Covid, ça a été sur Osgore. Là, il y en a eu d'autres sur de la montagne. Il y a ces phénomènes d'emballement là aussi sur TikTok où on peut d'un seul coup avoir une percée en tant que lieu presque totem pour se rendre en vacances. Ah mais oui, totalement. En fait, aujourd'hui, TikTok, c'est plus seulement un réseau social. En fait, c'est un réel moteur de recherche où les personnes vont aller chercher une nouvelle destination, des envies, un besoin. Et c'est en ça, en fait, que le SEO sur TikTok est super important parce que ce qu'on va mettre en titre, ce qu'on va mettre en description, ça va aider aussi à la recherche. Et à savoir, 77% des personnes vont sur TikTok pour chercher une destination. C'est fou. En fait, aujourd'hui, le déclic que les gens ont quand ils ont besoin de savoir quelque chose, quand ils ont besoin d'être inspirés, c'est aller sur TikTok, c'est plus aller sur Google. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut voir des pages comme Osgore ou La Provence ou Val Thorens ou exploser en fait, parce que les gens sont à la recherche de ces contenus-là. C'est important que quand il y a une recherche, il y ait un contenu en face adapté. Donc c'est hyper important d'être proactif sur les contenus. Comment on garde le cap, Thibaut, sur une ligne édito c'est pas simple quand tu as 10, 15, 20, 100 segments de clientèle qu'il faut faire plaisir, avoir une vitrine sympa, puis en même temps être sur les seniors, sur les familles monoparentales, sur les jeunes qui n'ont pas de fric, sur les van-lifers qui ont un enfant, sur les néerlandais qui viennent en camping-car. Enfin, je pense que c'est là où justement il faut
bien arriver à justement ce que je mettais, clarifier la ligne déjà, faire une grosse différence entre ce qui est de l'ordre de l'institutionnel, ce qui est de l'ordre vraiment de l'éditorial, en rappelant une mission qui pour moi est essentielle, c'est servir le territoire, servir la destination. Et en fait, pour faire ça, je pense qu'il faut utiliser des outils qui soient différents. Justement, on en parlait, un feed organique qui soit très en accord avec une charte éditoriale, avec un ADN de marque, et puis se permettre, avec des budgets bien sûr, d'utiliser ce qu'on appelle du dark post, ou dit plus simplement des campagnes sponsorisées de contenu qui permettent, soit sur du local, voire ultra local, d'activer des choses, de faire de la promotion des événements et de parler de la destination, peut-être à une échelle un peu différente. Je rappelle que les dark posts, donc c'est des campagnes publicitaires qui existent depuis des années sur après l'ensemble des réseaux, qui permettent de sanctuariser un post, d'isoler un post qui peut être soit un peu gênant. On parle un peu des élections ou on n'en parle pas, mais voilà, une demande entrante du maire ou de l'élu qui vraiment n'est pas postable, quoi. On peut pas publier ça à tous les abonnés d'une page ou d'un réseau social qui a 200 000 abonnés ou 300 000 abonnés. Et donc on est obligé d'isoler ce post pour l'adresser qu'aux personnes que ça va intéresser, donc notamment les citoyens, les administrés, tout comme la vidéo tout chousse Red Bull GoPro un peu vénère, c'est pas pour tout le monde, donc on n'a pas envie de montrer forcément ça à tout le monde comme image. Je me rappelle pour Savin Mont Blanc, on avait fait des campagnes avec Céline notamment, où on isolait certaines vidéos un peu trop spécifiques pour les adresser uniquement à certaines cibles, des rando lovers, les bike explorers, les épicuriens sur la gastronomie. La gastronomie, ça intéresse pas tout le monde. Les familles, c'est pas tout le monde. Autant là, c'est marrant ce que tu as mis. Autant il y a des posts avec des enfants qui peuvent enquiquiner un peu les gens. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est pas l'idée de cacher des choses sous le tapis, mais c'est d'utiliser en fait les outils et tout l'écosystème pour faire une promotion qui soit différente en fonction des contenus et surtout des objectifs qu'on a sur ces contenus-là. Super. Alors, Native, you make ads for people, not for brands. Je vais faire un petit laïus très rapide parce que ça explique la suite sur Native. We make ads for people, not for brands. C'est un petit peu une phrase un petit peu choc pour dire que le client d'abord et qu'on travaille systématiquement avec le parcours client en tête quand on commence une campagne de com pour savoir les différents touchpoints qu'on va toucher. Donc dans le tourisme, effectivement, le parcours client il a totalement évolué. Je parle pas de il y a longtemps, mais même de récemment, on se rend compte que même chaque année, là, c'est vraiment un parcours client spécifique sur les réseaux sociaux. Mais que chaque année, ça évolue, que chaque touchpoint change, que ce que je viens de dire tout à l'heure sur TikTok et sur les vidéos longues, même là, les contenus à proposer en fonction de l'état du parcours du client, et ben ça aussi, il faut le changer. Donc on se rend compte que la complexité nécessite des contenus différents, des prises de parole différentes, des durées différentes en fonction de ce parcours client. Et c'est en fonction de ces objectifs-là que nous, en tant que créateurs, on va proposer des contenus. On se rend compte, on en a parlé tout à l'heure, je vais aller vite, mais que les RS est devenu le nouveau Google. Google reste un outil très utilisé, évidemment, mais on se rend bien compte que notamment les jeunes générations, c'est assez assourdissant les chiffres, où on parle de 70% des jeunes qui aujourd'hui... Ouais, on est sur un point de bascule où le nom Google commence à dominer l'ensemble des recherches. Donc ça, c'est assez fou, ce qui veut dire que il n'y a plus de choix que d'aller sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un aujourd'hui se posait la question et sur lesquels, en tout cas sur des réseaux comme TikTok, il faut y être à tout prix, parce que demain, c'est là où les recherches sont faites. Donc surtout à ne pas négliger. Selon qui on est. Attention, TikTok n'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Mais effectivement, une grande majorité d'acteurs ici présents sur ce salon, on recommande quand même de prêter un œil très attentif à TikTok, soit en propre, comme c'est le cas, soit par des créateurs. Hein. C'est aussi l'enjeu de cette table ronde, c'est aussi de se dire, j'ai pas les capacités à aller sur TikTok parce que j'ai pas les compétences, j'ai pas les créateurs de contenu en interne, j'ai pas les moyens aussi de faire ça. Par contre, je peux avoir une stratégie TikTok par des tiers et par ces leviers de collaboration avec des créateurs de contenu TikTok
Et on va en parler avec Inès juste après. Alors tu as fait un petit panorama des réseaux sociaux, là, c'est important, au-delà des tendances social media, il y a réseau par réseau, ce qu'on peut en dire. C'est important, c'est un petit peu académique comme non, c'est essentiel. C'est pas académique, c'est vital. Parce que chaque année, tout le monde se pose la question de sur quel réseau on va et quel est le baromètre des réseaux. Et surtout que ça évolue. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça évolue. Nous, notre challenge, c'est de gérer cette complexité-là. Et on se rend compte qu'encore une fois, les choses changent beaucoup. On se rend bien compte que TikTok, c'est la plateforme numéro 1 en termes d'engagement. Engagement, ça veut dire on discute, on échange et on passe du temps. Au même titre d'ailleurs qu'un YouTube, et on en reparlera juste après. Insta, on est sur du beau, on reste sur de l'esthétique. Et le social selling se développe beaucoup sur Insta. Aussi sur TikTok. Depuis quelques semaines, TikTok a lancé son TikTok Shop, donc c'est en train de se développer. On en reparlera aussi un petit peu plus tard. YouTube, c'est plutôt les formats longs, et TikTok essaie de rentrer en compétition contre YouTube parce qu'il se rend bien YouTube compte. A lancé les shorts, donc exactement, tout le monde va marcher un petit peu sur les plateformes de l'autre, mais on se rend compte que c'est un outil puissant pour confirmer un choix, pour se dire qu'est-ce qu'on a à faire dans la destination, donc pour aller un petit peu plus loin. Facebook, ça reste un outil hyper intéressant, notamment pour retrouver des événements, ce qui se passe sur la station sur un moment précis. Donc ça, c'est intéressant. Et on a d'autres... Pinterest, ça c'est un peu l'oublié, ça c'est assez intéressant. On se rend compte que Pinterest c'est un peu l'oublié des réseaux sociaux dans le tourisme, et qu'on se rend compte que beaucoup de gens vont sur Pinterest pour aller chercher des contenus. Et donc on peut imaginer, alors on peut pas évidemment tout faire, et on connaît les budgets des stations, mais on se rend compte qu'il n'est pas inintéressant d'aller faire un petit tour sur Pinterest pour voir comment est-ce que les internautes se l'une des comportent. plateformes les plus sous-cotées pour le travel. Alors peut-être un peu plus pour du CSP+, notamment, ou du féminin, mais moi je suis pas mal de pontes Pinterest internationaux sur LinkedIn notamment. Et quand on voit les performances qu'ils ont, on se dit mais pourquoi on n'y va pas plus, quoi. Thibaut? Je pense que c'est une question de ressources humaines. En tout cas, nous, Oui, c'est vraiment ça. C'est où est-ce qu'on met le curseur et où est-ce qu'on met l'énergie. Et aujourd'hui, je pense que Pinterest est pas encore... comme vous le disiez, en fait, il est sous-exploité parce que c'est pas la vitrine qui fait que on a un engagement qui est fort, et donc que ça va faire rêver, on va dire, entre guillemets, au-dessus de nous et dans nos directions. En fait, je pense que c'est là le curseur. Bon, LinkedIn, je l'ai monté d'un cran quand même, parce que autant X Twitter, ça bat un peu de l'aile. Ça dépend de qui on est. Est-ce qu'on est avec des élus? Est-ce que voilà, mais LinkedIn, il n'y a pas de sujet, quoi. Mais oui. Donc X, on est plutôt sur du journaliste, et ça reste quand même un média d'influence plutôt pro. Voilà. Donc à ne pas négliger, mais ça reste un sujet. Et effectivement, LinkedIn, c'est assez surprenant, les taux d'engagement sur les posts LinkedIn, on est autour de 10%, donc c'est juste énorme. Et c'est un outil qui est un outil B2B super intéressant. Ouais. Et dans l'employee advocacy, c'est aussi un réseau qui est beaucoup utilisé. Donc c'est un réseau à ne pas négliger, évidemment. Un influenceur que tu connais bien, Bruno Maltor, qui... Oui. Aujourd'hui, fait un pas de côté justement sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, on n'attend pas forcément ce type de contenu que lui poste, et qui fait des scores qui sont démentiels. Bien sûr. La frontière B2B, B2C sur LinkedIn, elle commence à s'effriter un petit peu. Alors, ce qui fonctionne, je en parlais tout à l'heure, oui. Je finis juste en disant que, en conclusion, pour cette partie-là, c'est que c'est un écosystème digital qui change tout le temps. 2025, 2025 et 2026, il y a des gros changements qui arrivent, et on se rend bien compte que c'est des écosystèmes relationnels et commerciaux qui sont en train de se mettre en place. Ouais. Relationnel, c'est on travaille la relation sur ces réseaux, on discute avec les marques. Je me mets dans la position d'un internaute. Je discute avec les marques, et c'est par ces biais-là que je discute avec les marques, pas forcément en allant sur le site internet. Et commerciaux, parce que le social selling est en train de se développer fortement, et on va le voir un petit peu plus tard. Pardon, tu disais tout à l'heure sur les formats snackables, donc là très 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 clair, l'incarnation, la communauté active, ça
Moi, je vais l'essayer. On recrute moins qu'avant des fans et des abonnés, mais quand on n'en a pas et quand on n'a pas d'ambassadeurs, c'est assez embêtant aussi. Donc avoir une stratégie full publicitaire ou full descendante, c'est pas possible. Enfin, ou du moins, ça marche pas très bien quand on n'a pas la communauté derrière. Je vais laisser Inès répondre là-dessus parce que c'est une faiseuse, mais on se rend bien compte, ça c'est intéressant, que l'incarnation, c'est-à-dire en fait un visage tout simplement, mettre des visages derrière la caméra, ce que tu fais super bien, c'est ce qui engage le plus aujourd'hui. On en a parlé un petit peu avec Thibaut juste avant sur les formats courts, les formats snackable, donc rythmés, qui attrapent dès les 2 premières secondes. En fait, aujourd'hui, on le sait, les gens, vous avez 3 secondes pour persuader la personne de rester sur votre contenu. 3 secondes, c'est peu sur une vidéo qui va durer 15 secondes. Et c'est pour ça que, comme le disait Thibaut, on va pas s'attarder à faire des trucs trop lisses, trop léchés, parce que dans tous les cas, les gens vont rester, si on est chanceux, toute la vidéo, 15 secondes, ou sinon 3 secondes. Donc, on va essayer de faire des formats qui sont snackable, donc courts et rythmés. L'incarnation, ça c'est important aussi, et on va en parler plus tard avec l'IA. Les marques qui performent sont celles qui ont des visages, parce que les gens ont besoin de se projeter, de s'attacher, d'avoir une proximité avec la marque, de voir l'humain en fait derrière. C'est ça qui les intéresse réellement aujourd'hui, c'est de voir l'authenticité derrière, le vrai. Je pense qu'on l'a souvent entendu aujourd'hui, on veut du vrai. C'est la parole un peu de 2025, j'ai l'impression, on a besoin de voir des gens, on a besoin d'entendre leur voix, on a besoin de s'attacher, de savoir qui ils sont. La marque, c'est important, mais savoir qui ils sont derrière, ça l'est d'autant plus pour moi. Ouais, c'est une hybridation de contenu professionnel, parce que quand on achète un produit, quand on réserve, faut que ce soit beau quand même. Hein. Là, le contenu publicitaire, il a intérêt à être un peu carré quand même, et bien tourné, et bien propre. Donc, type les vidéos de la plagne que vous avez réalisées, et en même temps, effectivement, sur du snack content, sur de la vidéo un peu plus cool. C'est une hybridation. On est sur on marche sur 2 jambes, comme tu disais. Et alors, il y a ce sujet donc de l'employee advocacy. J'ai juste comme il est midi, on avance un peu. L'employee advocacy. Donc, est-ce que on peut se redire un peu. Enfin, vous l'utilisez pas mal chez Valto notamment, mais Inès aussi, tu peux en dire un petit mot? L'employé de vocation, on le connaît pas mal sur LinkedIn, où on voit des collaborateurs ou des personnes en interne expliquer un peu leur journée, leur routine, s'ils vont sur des événements. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il est d'autant plus important sur Instagram et sur TikTok. En fait, ces publications-là ont 8 fois plus d'engagement que les publications normales avec seulement un produit. En fait, comme le disait Thibaut, c'est important d'embarquer les gens en fait, qui bossent pour la marque, qui bossent pour nous et de les voir. Parce qu'en fait, ces personnes-là vont incarner quelque chose de plus humain, on va pouvoir se projeter en eux et s'attacher du coup. Mais c'est intéressant parce que ce que ça dit, c'est on veut savoir qui est derrière la marque en fait. Ça dit on a envie de rentrer en contact, donc c'est un peu l'opposition entre le tout digital et mais est-ce qu'il y a vraiment des humains derrière? Et c'est d'ailleurs la limite de l'IA. Est-ce qu'il y a vraiment des humains derrière? Et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'imperfection qui nous intéresse. Mais d'autant plus à l'ère de l'IA, c'est-à-dire que on est face à des contenus et à un problème d'évaluation de la vérité. Il n'y a pas plus crédible que les vidéos que tu as montrées là, où on voit bien que c'est imparfait, c'est fait maison, c'est moche, c'est tourné comme ça. L'IA peut pas générer ça. Tu dis que nos contenus sont moches, c'est ça? Ouais. J'entends pas très bien. C'est spontané. Non mais le spontané, je dirais que c'est peut-être même un catalyseur, une grande assistance, un atout face à une IA qui devient omniprésente et qui gangrène un petit peu nos lignes éditoriales et nos fils d'actualité. Contre toute attente, nous on est hyper surpris, il y a des contenus qui marchent parfois en tant que créateur, on se dit mais c'est pas possible. Ce qu'a fait Intermarché et les équipes d'Intermarché, ce qu'ils font, alors que c'est vraiment des contenus, tu dis mais c'est juste pas possible que ça marche. Et en fait ça cartonne parce que en fait, ils disent la vraie vie, ils disent leur galère aussi, ils essayent d'enjoliver un truc de façon plutôt maladroite parfois, et c'est ce qui cartonne. Donc il faut, nous, en tant que créatifs, il faut vraiment qu'on voit ça d'un œil différent, où on nous a appris, moi, ma génération, à être hyper léché et avoir un brand book super clair. On se rend compte que la déconstruction à l'heure des réseaux sociaux, elle est hyper importante. Il y a quelques exemples sur l'immersion dans les coulisses, sur l'expertise incarnée, la culture d'entreprise, la passion du produit, le savoir-faire, le marketing de savoir-faire.
Et on parle même de marque employeur territoriale pour attirer les gens et montrer la vie en fait des salariés, de toutes les entreprises, pour dire il fait bon travailler à Valto, venez vous installer, venez vivre à Valto, c'est possible d'y vivre à l'année, par exemple. Ouais, c'est des sujets en effet où on se sert justement des réseaux sociaux et de l'image qu'on véhicule pour créer de l'emploi, pour créer de l'employabilité, pour justement donner envie aux personnes de venir s'installer dans nos territoires. Une journée avec, les backstage, voilà, c'est des exemples qui étaient très intéressants. Et puis il y avait le Leclerc de Pont-l'Abbé, il y avait Intermarché, mais il y avait aussi le Leclerc de mon truc que je voulais dire qui était intéressant sur le Leclerc de Pont-l'Abbé. Donc effectivement, si vous les suivez pas, ils sont c'est là où ils sont assez étonnants. Leclerc de Pont-l'Abbé sur TikTok, vous allez voir. C'est là où tu dis Leclerc, on travaille avec des images de destination, des choses comme ça. Et eux, ce qu'ils ont réussi à faire avec un Leclerc, qui à la base est pas non plus hyper sexy, hyper vendeur, c'est quand même très fort. C'est un bon défi. Et je pense que ça passe par justement la liberté que tu donnes aux équipes de dire ok, je vous fais confiance, allez-y. C'est pas mon domaine, mais allez-y, je vous fais confiance sur ça. Il y a quelques directeurs. Et dans la grande distribution, ce qu'ils ont fait là, ce que la direction marketing et com a accepté, c'est juste complètement hallucinant. Nous, on bosse beaucoup avec eux. Qu'ils aient accepté ça, on reste estomaqué. Il y a quelques directeurs artistiques qui ont versé une petite larme en voyant les contenus parce que c'est moche à souhait, mais ça marche très bien. Voilà, on a effectivement un énorme engagement. Alors sur le marketing d'influence, les grosses collaborations, les one-shots, on parlait un peu de Bruno Maltor qu'on adore et qu'on salue, qui a failli venir d'ailleurs ce matin, mais qui n'était pas dispo malheureusement. On a à la fois une crise de confiance dans les contenus officiels, à la fois un besoin, c'est le besoin d'authenticité qui est hyper fort, et puis une crise de l'influence aussi, c'est-à-dire que les gros influenceurs, les macro-influenceurs, les VIP, les stars font plus recette. Il y a eu des crises, tu parles de Booba, mais il y a eu aussi les influenceurs de Dubaï. Voilà, moi je vous conseille pas de travailler avec ces gens-là, honnêtement. C'est pas du tout des bonnes pistes. Et d'ailleurs, la plupart des marques du tourisme ne travaillent pas avec ces acteurs-là et font plutôt un virage inverse, d'aller vers des influenceurs moins connus, d'aller vers la micro-influence, voire la nano-influence. Inès, tu peux nous en dire un petit mot? Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a eu une grosse crise de confiance en fait avec les influenceurs ou les créateurs de contenu, tout dépend comment ils veulent être nommés. Avec Booba, très drôle de parler de Booba aujourd'hui avec vous à cette conférence, qui a dénoncé du coup les influx voleurs, et donc ça a amené à une espèce de crise de confiance où du coup on a eu une grosse régulation avec une loi autour de ça, avec une certification RPP pour être sûr de savoir avec qui les marques bossent, si c'est des personnes qui sont dignes de confiance. Et donc oui, aujourd'hui la macro-influence, donc les gros influenceurs, c'est super intéressant pour la notoriété, mais il faut aligner aussi le budget. Oui. Mais la micro en fait est d'autant plus intéressante parce que c'est des profils qui vont avoir une grosse proximité en fait avec leur communauté, qui vont avoir un taux d'engagement qui est nettement plus intéressant que les macros. Ça sera aussi très intéressant pour les petits budgets, et en plus de ça, ils ont un taux d'engagement qui est assez dingue à côté des macros. C'est 4 fois plus engageant que les grosses têtes. Donc pour les ordres de grandeur, c'est ça, les micro-influenceurs, on est sur 10 à 100K. Les nano-influenceurs, on est plutôt sur des gens qui ont moins de 5000 abonnés, quoi. Ça peut être un peu presque vous et moi, enfin surtout plus vous que moi, mais en tout cas on est sur... Et ça change un peu la donne, effectivement, où avant on allait chercher plutôt des gros influenceurs et on voulait faire le coup. J'imagine bien que des Valto ou autres, ils sont déjà passés à l'étape d'après, mais ces micro-influenceurs, c'est vachement intéressant parce qu'on peut créer du contenu qui engage, long, on revient sur le long, et où il y a plus d'authenticité. On revient à cette notion qui est forte là en 25-26, l'authenticité, faire venir les gens et leur faire vivre en fait passer du temps dans la station, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment l'idée de créer en fait là aussi une relation. Je viens de le dire sur une slide précédente. Le one shot, c'est très compliqué.
Parce que c'est quelqu'un qui va venir à Val Thorens, puis qui va aller à Tignes, puis aux Deux Alpes, et qui en fait, dans sa saison, va grignoter un petit peu partout, versus se dire, bah tiens, je vais créer une relation avec un influenceur, avec une personne. J'ai un exemple très récent d'échange qu'on a eu avec le youtubeur et influenceur Jérôme Niel, où il disait, ah bah tiens, je suis venu l'année dernière chez vous, j'ai adoré, est-ce qu'on peut revenir cette année avec mes potes ? Et puis on lui dit ouais, mais par contre on a vu que tu allais participer à la prochaine émission de LOL, donc sur Amazon Prime, il faut que tu places Val Thorens et puis pas de souci, on t'accueille. Donc je vous inviterai à regarder l'épisode 3 de la nouvelle saison puisqu'il place Val Thorens à l'antenne. Ah ouais, chouette. Justement parce que on a créé cette relation et il était fier en fait de dans son contexte d'arriver à placer la marque. Et je pense que c'est ça, c'est comment on arrive à créer une relation avec des influenceurs. Parce qu'on s'occupe bien d'eux, parce qu'on les accueille, parce qu'on leur fait aussi comprendre que c'est pas des stars non plus et que en fait, nous on a nos problématiques d'organisation, qu'on peut dire non à des demandes, mais par contre qu'on est capable de bien les accueillir. Aussi un point hyper important pour vous demain, c'est la contractualisation avec ces personnes qu'on appelle désormais plus des créateurs que des influenceurs, beaucoup plus. Hein. Le mot influenceur, ils aiment plus trop. On les appelle les créateurs tout simplement aussi parce que la tendance du marché, c'est que on fait créer des contenus par ces talents-là et on les sollicite beaucoup plus pour ces contenus, pour la cession de droits et la contractualisation sur l'utilisation de ces contenus, plutôt que sur l'audience que eux vont nous générer. Parce qu'on sait bien que c'est compliqué de monétiser une audience. Alors que acheter des contenus, on sait que ça a une valeur. Faire produire une vidéo, faire réaliser une vidéo, faire un shooting photo, faire un contrat de cession de droit sur 10 photos, 20 photos, 2 vidéos, 3 rushs, etc. On connaît les prix. On sait combien ça vaut. Enfin, si vous avez déjà collaboré avec des boîtes de prod, vous savez à peu près. Donc c'est beaucoup moins cher de travailler avec des créateurs de contenu. Et ça permet, grâce à des contrats de cession, de faire des productions à pas cher. Ouais, c'est arriver à profiter du double effet et créateur de contenu pour ses propres réseaux et aussi utilisation par la destination. Mais je vais encore plus loin, y compris avec Bruno Maltor, c'est que parfois on fait faire des contenus à ces créateurs-là et on leur dit tu n'as pas besoin de les diffuser. Merci, je veux juste les vidéos. Ce que je veux, c'est ton visage. Ce que je veux, c'est ton panache, c'est ton énergie, c'est ton face et le regard graphique de la personne. La diffusion, je m'en charge. J'ai mes réseaux, j'ai ma pub, j'ai mes leviers, je vais adresser mes trucs. Je suis Decathlon Travel, je suis Explora Project, je suis Lapline, je suis truc. C'est bon, je m'en occupe. J'ai mes communautés. Moi, je veux juste ton visage. D'ailleurs, Decathlon Travel fait des super campagnes. Vous pouvez aller voir dans leurs inventaires de campagne où ils sont en sollicitation de créateurs de contenu qui sont anonymisés. C'est-à-dire que quand on voit le visage, on se dit mais je le connais, lui, il me dit quelque chose. Il n'y a pas le nom, il n'y a rien. Et ils sont que dans une contractualisation de cession de droits. Et ensuite, les usages et la viralité se fait grâce à la publicité de Decathlon Travel ou de ces marques-là. Voilà. Donc des résultats quand c'est bien fait. Donc, tu avais cité quelques exemples. Et il y avait un sujet de Hugo Boss. Oui, ça, c'est l'exemple dont on parlait au début. Des fois, il y a des campagnes qui ont l'air super. Il y a tout pour que ça plaise, mais en fait, pas du tout. Parce qu'en fonction de la cible et en fonction... Parce que là, par exemple, c'était Hugo Boss qui voulait faire un rebranding pour toucher un petit peu plus la génération Z. Mais en fait, il y a eu un trop plein de mauvais signaux qui allaient pas, donc c'était à Dubaï, donc à savoir que la génération Z s'intéresse un petit peu à tout ce qui est éco-responsabilité, donc ça allait pas. Il y avait un trop plein de grosses têtes célébrités qui allaient pas ensemble, qui avaient aucun rapport avec la marque. Donc des fois en fait il y a des campagnes qui ont l'air super, qui sont super lissées, super léchées, et en fait ça marche pas parce que en fonction des attentes de la cible, il y a une incohérence en fait, et il faut faire très attention à ça. Et on a parlé de l'IA tout à l'heure, juste je passe parce que il y a des sujets. Est-ce qu'on peut faire avec l'IA? Alors, on parle d'authenticité, on parle de vérité, on parle d'outillage. L'IA, c'est pas la panacée tout le temps, quoi. Il y a des do's et des don'ts. Je vais te laisser répondre. Moi, j'ai trouvé intéressant ce que tu disais. C'est un membre de l'équipe. Je trouve ça vachement intéressant. Donc, l'IA, la question de est-ce qu'il faut regarder l'IA ou pas, est-ce qu'il faut l'embrasser, la question ne se pose pas, c'est évident, ça arrive et on y arrive très très vite. Mais pour nous en tant qu'agence de com, c'est un défi incroyable. C'est-à-dire que moi je me pose la question en tant que patron, peut-être que dans 2 ans j'existe plus, donc c'est la question que je me pose. Je pense pas. Vraiment. Sauf que
ce que ça dit en fait, c'est le storytelling, l'histoire en fait, l'idée et l'histoire. Ça remet tout ça au centre. Et ça, pour le coup, dans les stations, vous en avez tellement des histoires que à mon sens, l'IA, c'est effectivement une étincelle, un truc en plus, un collaborateur en plus qu'une menace. En fait, le vrai défi avec l'IA, c'est de trouver l'équilibre en fait entre la puissance de l'outil, ce qu'il peut faire, et la sensibilité humaine qu'il aura jamais. En fait, l'IA, ça, il peut pas vous l'inventer, il peut pas vous les insights, les émotions, ça, il peut pas les transmettre, il peut pas les pondre en fait. Donc c'est là où nous on reste important humain. En fait, c'est un booster de créativité, c'est un complément. C'est super intéressant quand on a besoin, par exemple, de scripter une vidéo ou de brainstormer avec quelqu'un quand on n'a pas forcément quelqu'un en face. Mais il faut pas non plus que ça soit l'élément final en fait. Justine, on va passer à la dernière slide, juste pour, si tu peux y aller directement, pour, avec la slide d'intro, avec les noms de nos chers invités. On va prendre une question. J'imagine que vous avez des questions sur ce sujet du marketing d'influence et des contenus. Il est 12h, donc on est pile. Est-ce que quelqu'un a une question pour Thibaut, pour Inès ou pour Nicolas ? Oui, j'arrive. Bonjour, du coup moi je suis Aurélie, Community Manager dans la station des Ors, dans les Alpes du Sud. On se posait la question un petit peu d'aller sur YouTube. Alors c'est vrai que c'est une plateforme qui est hyper intéressante, mais c'est des contenus plutôt longs, donc qui demandent énormément de temps de travail. Comment vous positionnez vous sur YouTube ? Est-ce que c'est plutôt des contenus du coup UGC, influence, où on va les laisser poster voilà, sur YouTube, ou si c'est vous qui prenez en main votre réseau et qui construisez les vidéos, etc. Nous, aujourd'hui, YouTube, c'est, en tout cas avec les moyens qu'on a, le temps qu'on a à mettre à dispo sur ce type d'outils, aujourd'hui, YouTube, c'est uniquement de la plateforme d'hébergement de vidéos pour notre site internet. Très honnêtement, très clairement. Par contre, c'est des sujets qui sont intéressants pour nous via justement des créateurs de contenu. La vidéo qu'on tournait hier, c'est une vraie boîte de prod qui vient, qui a le temps de faire ce type de vidéo. Et donc, que ça soit YouTube ou Twitch, par exemple, c'est des sujets sur lesquels, oui, on va, mais de manière détournée, entre guillemets, avec des créateurs de contenu, à notre sens. Ouais, c'est ultra important, je trouve, de rayonner en dehors de la marque, que ce soit pas forcément la marque qui prenne la parole sur toutes les plateformes, mais que ce soit d'autres personnes qui le fassent à notre place, donc de rayonner de manière globale, 360. Donc une marque n'est pas forcément obligée d'aller partout, mais elle peut avoir des campagnes éphémères ou des points d'accroche sur ces plateformes-là. Le temps est malheureusement compté, donc on va devoir s'arrêter là. Je veux vous remercier tous les trois et je pense qu'on peut vous applaudir pour cette super intervention. Merci beaucoup. Merci Thibaut, merci Inès, merci Nicolas.